Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici pour la deuxième fois. Enfin, je garde un excellent souvenir du FIPS de l'année passée. Même si on peut peut-être dire du FIPS, parce que si on s'en souvient, c'est qu'on n'y a pas vraiment été. Enfin bon. Je vais donc vous parler aujourd'hui de deux films ou de deux œuvres, en tout cas du cinéaste et artiste multimédia allemand Harun Farokhi, dont je vais dire un mot dans un instant. Au point de départ de cette communication, plutôt projection commentée, il y a la proposition notamment d'Andrea et puis des autres de la bande de montrer l'un ou l'autre film en rapport avec la thématique de la parole et de la mémoire ouvrière. Alors évidemment, l'histoire du cinéma est truffée de films documentaires notamment, qui concernent cette thématique ou qui essayent de donner la parole aux ouvriers. On en a vu trois exemples encore hier soir hein, avec les trois films du groupe Medvedkin de Besançon. Et bon, j'aurais pu effectivement vous montrer des films qui concernent cette thématique ou qui auraient illustré la réflexion que vous menez notamment au sein du GRM depuis quelque temps déjà. Mais j'ai finalement plutôt décidé de vous montrer deux courts-métrages qui sont des essais, parce que ces deux œuvres, je crois, dépassent un peu l'illustration simple pour se faire réflexive. Et donc j'espère que ces deux films, ou en tout cas un film et puis une installation, alimenteront votre réflexion et les débats qu'on aura ensuite. Alors, après avoir entendu la réflexion d'Eva et d'Andrea hier, il me semble qu'on pourrait presque dire qu'à la question de ce qu'est l'ouvrier, est-ce que l'ouvrier existe encore, où est-il, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, etc., Farokhi propose une réponse un peu bizarre, puisqu'il dit tout simplement l'ouvrier, s'il existe encore, mais il est en tout cas sorti de l'usine. Il n'existe plus dans l'usine, parce que l'image de cinéma, notamment, en tout cas l'image en mouvement, l'en a chassé. Évidemment, il va de soi qu'il faut, je crois, comprendre cette réponse comme une boutade. Ce qui me permet déjà d'insister sur un point, c'est que Farokhi n'est pas un historien, n'est certainement pas un philosophe non plus. Il est peut-être un historiographe, cinéaste, essayiste. Et de vous rappeler aussi que toutes les affirmations qu'il propose dans les deux films qu'on va voir aujourd'hui ne doivent pas du tout être placées au même niveau que l'histoire sociale sur laquelle se basait la réflexion d'Eva et d'Andrea hier. Plus concrètement, donc, tout ce qui suit ne doit pas être pris au pied de la lettre, puisque ce qui intéresse d'abord Farokhi, c'est bien la représentation qu'une société se donne à un moment donné, et non les actes réels ou les catégories réelles qui pourraient émerger de cette société. Autre précaution peut-être aussi, c'est qu'il ne s'agit pas pour moi ici de vous présenter une analyse de ces deux œuvres de Farokhi, mais d'annoncer plutôt quelques idées que ces œuvres proposent sur un mode cinématographique et qui entreront peut-être alors ensuite en résonance avec votre réflexion de nature plus philosophique notamment. Mais alors, avant de vous dire quelques mots donc, sur le premier court-métrage qu'on va voir dans un instant, j'aimerais bien d'abord vous rappeler peut-être qui est Farokhi, que certains d'entre vous connaissent certainement déjà, parce que Farokhi aussi traverse le travail d'autres philosophes notamment, et puis aussi parce que moi j'en ai reparlé déjà à plusieurs reprises, à Liège notamment. Donc Farokhi commence à faire des films à une époque tout à fait déterminante, politiquement comme culturellement, pour l'ensemble de l'histoire contemporaine évidemment, mais aussi pour l'histoire du cinéma, puisque Farokhi va faire partie de cette première année, de cette première promotion en 1966 de l'école de cinéma, donc nouvelle école de cinéma de Berlin, la DFFB. Alors, pour rappel historique, simplement, cette école a été créée dans le mouvement ou suite aux revendications dès 1962 d'une poignée d'apprentis ou de jeunes cinéastes qui vont fonder ce qu'on appelle le nouveau cinéma allemand. Ce sont des gens comme Alexander Klug ou Edgar Reitz, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais il y a aussi par la suite des gens comme Fassbinder, Schlöndorff, Wenders, Herzog, etc. Ces cinéastes ou apprentis cinéastes donc, qui voulaient, inspirés par la nouvelle vague française évidemment, qui voulaient renouveler le cinéma allemand pour en finir une fois pour toutes avec ce qu'ils appelaient, reprenant encore une fois donc le terme de la nouvelle vague française, en finir donc avec le cinéma de papa en Allemagne, un cinéma d'héritage culturel national-socialiste et qui était encore très vivace en Allemagne au début des années 60.
Alors, sur fond de guerre du Vietnam notamment, qui est très importante pour cette génération d'apprentis cinéastes, et puis pour Farocki aussi, et bien sur fond de cette guerre du Vietnam, Farocki et ses camarades de classe à la DFFB eh bien, vont être les premiers donc, à profiter un peu des fruits de ces revendications à Paris au début des années 60 dans le domaine du cinéma en Allemagne, mais ils sont aussi tout à fait déterminés à ne pas se contenter des acquis de la génération qui les précède. Ils veulent au contraire prolonger les contestations qui en constituent un peu l'origine. Donc, dès les premiers mois de sa formation, dès les premiers mois de sa présence à l'école de cinéma à Berlin, Farocki va être pris dans différents mouvements de contestation qui aboutiront provisoirement, par exemple, à Berlin en juin 1967. À cette époque déjà, et il le fait encore aujourd'hui, Farocki se présente comme un réalisateur marxiste. Et à l'époque, donc 66, 67, 68, Farocki réalise d'abord des cinétracts, donc des petits films spontanés, rapides, qui se situent un peu entre le documentaire sur les révoltes étudiantes et le mini-film de propagande militante. Donc ce sont des petits films incisifs, très explicites, qui se veulent révolutionnaires en tout cas, et ce sont des films qui, en principe, dans l'esprit en tout cas de leurs concepteurs, doivent être fonctionnels. Donc ces courts-métrages, très courts-métrages, doivent participer au renversement d'un ordre social et culturel instauré par une génération en Allemagne, à laquelle on doit le passé totalitaire allemand. Une génération aussi qui collabore dans les années 60, selon ces jeunes réalisateurs, avec l'occupant américain au Vietnam. Alors, la plupart de ces films, petits mini-films, ces cinétracts, sont destinés à une consommation non institutionnelle, parfois même clandestine, et la plupart de ces films sont perdus aujourd'hui, n'ont pas été conservés. Cela dit, on a encore leurs titres, qui sont assez explicites, et qui nous permettent de deviner assez facilement leur contenu. Je citerai à titre d'exemple très éloquent « Mode d'emploi pour arracher le casque à un policier » ou alors « Fabrication d'un cocktail Molotov » auquel Farocki va contribuer avec deux autres collègues dans cette école de cinéma, deux autres collègues qui quitteront rapidement la DFFB pour se destiner quelques années plus tard à la lutte armée. Je parle évidemment de Holger Meins, qui est un des fondateurs de la fraction Armée Rouge, et puis aussi moins connu, Philippe Werner Sauber, qui est membre fondateur d'un autre groupement de combattants armés, qui est le mouvement du 2 juin. Alors, bon, très vite, Farocki va se faire remarquer, avec tous ses camarades de classe d'ailleurs, à la DFFB, et va être renvoyé une première fois de l'école, parce qu'il avait pris le contrôle de l'école pendant quelques jours avec d'autres collègues, et qu'il avait rebaptisé pour l'occasion Zigavertov Academy. Et puis alors il va être renvoyé une deuxième fois définitivement, donc il ne va jamais terminer son cursus scolaire à la DFFB. Cela dit, ce n'est qu'une partie, en fait, ce n'est vraiment que le début de la carrière de Farocki, puisque très vite il va se détourner, et c'est un peu ce qui fait sa particularité dans ce groupe, très vite il va se détourner, dès la fin des années 60, de la militance directe pour commencer à réfléchir aux images. Il est de plus en plus convaincu, à l'époque déjà, que l'image, en fait, ou l'image de cinéma, en tout cas, ne se prête absolument pas à un discours direct et militant. Et très tôt, il va aussi développer, et c'est quelque chose qu'il ne quittera plus jusqu'à aujourd'hui, il va développer une sorte de méfiance viscérale à l'égard de toute représentation qui, selon le réalisateur, est nécessairement toujours prise dans un système complexe de signification qu'il convient de décortiquer. Alors, bien des années plus tard, au début des années 90, il va résumer cette posture en disant, je le cite, « Il faut être aussi méfiant envers les images qu'envers les mots. Images et mots sont tissés dans des discours, des réseaux de signification. Ma voie, c'est d'aller à la recherche d'un sens enseveli, de déblayer les décombres qui obstruent les images. » Ce qui est intéressant avec Farocki, c'est que cette méfiance n'est pas du tout destructrice, car pas stérile non plus, puisque pour comprendre comment fonctionne notre regard, pour comprendre comment notre regard produit une représentation, pour comprendre aussi comment il se fait qu'à un moment donné, à un endroit donné, nous puissions voir quelque chose sur une image que nous ne pouvions y voir à un autre moment, Farocki développe une véritable analyse de l'image à travers plus d'une centaine de films et d'installations. Donc c'est pas parce qu'il se méfie de l'image qu'il va se détourner du médium lui-même. Je crois que tout l'intérêt de la démarche farockienne réside dans la forme de cette analyse, dans la forme visuelle de cette analyse. Donc pour faire émerger ce qu'il appelle la signification profonde d'une représentation, et donc aussi les enjeux politiques d'une représentation,
d'une photo, d'un tableau, d'un film, le cinéaste va toujours essayer de lire une image en la confrontant par le montage à d'autres images. Donc c'est un principe assez simple. Il réalise toute une série de films de montage dont on va en voir un tout à l'heure. Donc pour révéler le sens enfoui d'une image, mais aussi ses enjeux, notamment politiques, Farocki veut provoquer par le montage, par la juxtaposition simple, une série de résonances qui sont notamment les résonances visuelles. Et c'est une méthode qui est évidemment bien connue et partagée par d'autres réalisateurs plus ou moins à la même époque, et issus d'ailleurs du même terreau idéologique, si je peux simplifier cela de cette façon. Je songe évidemment à quelqu'un comme Godard, mais je songe aussi au Marquer de la seconde période, donc pas le Marquer des groupes Medvedkin, mais celui notamment du Fond de l'air est rouge, hein, qui est un film qui essaie de comprendre un peu notamment l'histoire des luttes en provoquant une série de résonances visuelles entre différentes représentations hétérogènes. Alors le premier film que je vais vous montrer ici est donc et qui illustre, je crois, assez bien cette méthode, c'est Arbeit auf verlassene Fabrik, qui a été traduit très correctement dans cette version-ci par La sortie de l'usine. Si ce n'est que, bon, donc Arbeit auf verlassene Fabrik est évidemment un film de montage, un film qu'on appelle aussi de found footage, c'est-à-dire qui est uniquement constitué d'images reprises à d'autres films. Donc, ce sont des images qui n'ont pas été tournées pour les besoins du film de Farocki, donc c'est un film de montage. Le titre est assez intéressant parce qu'il est la traduction allemande officielle de la très célèbre vue, évidemment, des Frères Lumière, sortie des usines Lumière à Lyon. Et ce qui m'intéresse dans ce titre, dans la traduction officielle allemande de cette vue des Frères Lumière que Farocki reprend donc pour titrer son propre film de montage, c'est que finalement le titre allemand remplace la note descriptive et lapidaire française par une phrase rudimentaire. Vous avez un sujet, un verbe, un complément qui, contrairement au titre officiel français, place l'ouvrier, sujet, au centre de la description, alors que dans le titre français, l'ouvrier est complètement absent de cette petite description. Alors, c'est une modification qui a, je crois, son importance dans le cas du film de Farocki, étant donné que, mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est bien l'ouvrier en tant que personnage cinématographique et figure historique qui intéresse le réalisateur. En réalité, c'est plutôt son mouvement, sa façon de se déplacer dans le cinéma, dans plusieurs films, qui va déterminer le lieu devant l'usine qu'est la sortie. Donc la sortie de l'usine, c'est d'abord aussi à comprendre comme le lieu, ce lieu devant l'usine à la frontière entre le site industriel et une autre vie. Donc, pour reprendre ma remarque du début, je vous rappelle donc que Sortie d'usine est un film sur l'histoire du cinéma et ne doit donc certainement pas être considéré comme un film sur l'histoire ouvrière. J'insiste vraiment sur ce point. Donc on est à un autre niveau que ce qu'on a entendu hier. Il ne s'agit pas ici de dégager ce qu'aurait été ou ce que serait aujourd'hui l'ouvrier. Il s'agit beaucoup plus de montrer ce qu'est l'ouvrier ou ce qu'il a été depuis le début dans le cinéma, par le cinéma, à travers le cinéma, etc. Alors, autre remarque avant d'en arriver peut-être un peu plus aux idées qui sont au centre de ce film de montage, j'aimerais simplement préciser que jusqu'ici, dans les quelques articles et conférences que j'ai consacrés à Farocki, je n'ai presque jamais fait référence à ce film de montage, donc La sortie de l'usine. Peut-être d'abord parce qu'il est d'apparence beaucoup plus simple que les autres essais du réalisateur. En tout cas, il me semble que les discours qui se dégagent de La sortie de l'usine sont assez simples, sont assez faciles à comprendre. C'est en tout cas ce que je pensais jusqu'au moment où je me suis penché sur ce film pour préparer cette petite introduction ici. Je trouvais que ce film était évident, qu'il était marqué par un ensemble de contradictions qui ne m'arrangeaient pas dans mon approche très systématique et peut-être même un peu doctrinaire de l'œuvre très cohérente de Farocki. Et je ne me suis sans doute pas intéressé non plus parce que je savais qu'il s'agissait d'une œuvre de commande de la part du musée du cinéma de Berlin, je crois, une commande adressée à Farocki, puisqu'on lui a demandé de réaliser une sorte de film hommage en 1995, donc pour fêter le centenaire du cinématographe. Et le fait que c'est une sorte d'hommage à anniversaire ne s'insère pas du tout dans ma compréhension de l'œuvre et notamment des essais filmés de Farocki qui, comme vous le savez peut-être, s'efforce systématiquement d'insérer les images de cinéma dans une histoire beaucoup plus vaste des représentations. Or, Sortie d'usine, le film ici ne s'intéresse a priori qu'au cinéma. Donc, regarder le cinéma
en prenant pour départ une de ces séquences fétiches, la vue des frères Lumière, ne correspond pas du tout à l'idée que je me fais des décloisonnements historiques et aussi des décloisonnements des médias dont Farocki s'est fait un défenseur tout au long de sa carrière d'artiste. Enfin, comme je le disais aussi, ce film apparaissait peut-être un peu comme trop simple ou trop explicite, en quelque sorte, au regard d'autres essais cinématographiques dont la structure très rigoureuse servait à la formulation d'idées parfois beaucoup plus complexes. Mais voilà, on m'a donc proposé de présenter un film en rapport avec la parole et la mémoire ouvrière notamment, et je suis donc retourné à la sortie de l'usine, que j'ai dénigré un peu, mais qui finalement est un des seuls films de Farocki dans lesquels il s'intéresse quasi exclusivement aux ouvriers. Et finalement, je ne peux que me réjouir d'être un peu forcé de retourner à ce film, étant donné que Sortie d'usine m'est progressivement apparu comme un film très important pour comprendre le point de départ du procès que Farocki fait systématiquement à l'image dans toute une série d'autres films et installations. Alors ma réflexion, ma présentation sera divisée en deux parties, et deux parties qui correspondent en fait à deux lectures possibles, deux interprétations possibles du titre allemand. Vous avez Arbeiter verlassen die Fabrik, signifie d'abord tout simplement, comme on l'a dans la traduction française, que des ouvriers sortent de l'usine, au moins une fois par jour. Donc ils quittent l'usine pour rentrer chez eux et pour y revenir le lendemain. La seconde compréhension de ce titre, qui correspond au second volet de ma réflexion, insiste sur le verbe verlassen, qui signifie aussi abandonner, c'est-à-dire définitivement abandonner. Lassen, dans le sens de laisser, laisser en arrière, et qui renverra tout à l'heure à l'idée que l'usine devient progressivement un lieu qui se vide de ses travailleurs, qui se passe peu à peu de l'ouvrier. Donc, d'abord, première lecture du titre. Au point de départ, donc, il y a, pour ce film de montage, une des premières, si pas la première, vue cinématographique des Frères Lumière, la sortie des usines Lumière à Lyon. Et vous allez le voir tout de suite, par une juxtaposition assez simple, par un montage assez simple, Farocki va mettre cette vue en résonance visuelle, aussi parfois en résonance de contenu, avec d'autres sorties d'usines documentaires ou fictionnelles dans l'histoire du cinéma, de façon à dégager progressivement ce qui ferait l'essence même, l'essence cinématographique de cette scène fondatrice de l'histoire du cinéma. Donc il va traverser, dans ce film de montage, les genres cinématographiques, les pays, les époques, pour partir à la recherche d'autres sorties d'usines, suggérant dans un texte qui a accompagné la première présentation du film, que finalement l'histoire du cinéma est peut-être une sorte d'éternel remake de cette scène fondatrice, même si, comme il le constate lui-même dans ce film, en un siècle, on a filmé moins d'usines que de maisons de redressement, par exemple. Et puis il dit aussi dans ce film, vous allez l'entendre, que l'intérieur de l'usine a souvent rebuté le cinéma. Farocki va même un peu plus loin en disant qu'on n'a pratiquement jamais filmé l'intérieur de l'usine. Alors, ça, c'est encore une fois à prendre avec des pincettes, puisqu'on a vu hier déjà qu'en tout cas dans la volonté de Marker, dans sa collaboration avec les groupes Medvedkin, l'idée évidemment c'est aussi d'aller filmer ce qu'est l'ouvrier, ce qu'est son quotidien, ce qu'est son travail, mais il se fait que les trois exemples qu'on a vus hier, contrairement à d'autres films d'autres groupes Medvedkin, effectivement entrent très rarement dans l'usine. Et s'ils entrent dans l'usine, ils la photographient, ils ne la filment pas. Donc là, on rejoint un peu ce qu'on a remarqué hier. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que Farocki fait un peu semblant dans ce film ici qu'on n'a jamais filmé l'intérieur de l'usine, tout simplement parce qu'il ne croit pas une seule seconde à la qualité ou à l'émancipation de l'ouvrier à qui on donnerait une caméra pour qu'il filme son quotidien, son travail, etc. Bien évidemment, comme toujours chez Farocki, cette recherche de résonance et de connivence visuelle dans un film de montage débouche aussi sur une critique de la représentation, dont je vais maintenant vous donner, donc avant la projection, quelques points de départ, parfois très simples, et qui sont donc contenus dans le film. Alors, au niveau peut-être du volet le plus simple, volet le plus primaire de cette critique de l'image dans Sortie d'usine, on pourrait dire que ce qui intéresse Farocki, c'est que dès les débuts du cinéma, la caméra se soit placée à la sortie d'une usine et non dans une usine, donc elle n'a pas filmé la chaîne de montage, par exemple. Plus loin encore, il va constater dans le film que le cinéma commence bien souvent là où l'usine et le travail s'arrêtent, c'est-à-dire devant la sortie. Là, je pense qu'il a partiellement raison. Quand on songe un peu aux films qu'on connaît de l'histoire du cinéma, bien souvent, si même la caméra est dans l'usine, eh bien, le dialogue commence, en tout cas le plan commence au moment où l'ouvrier s'arrête de travailler pour parler à quelqu'un d'autre. Il y a toute une série d'exemples comme ça. Je pensais hier encore au Jour se lève
de Carnet notamment, où on a Gabin, qu'on voit à un moment donné à l'usine, mais bon, on le voit pendant une seconde en train de travailler avant qu'il n'arrête de travailler parce qu'il y a une femme qui débarque avec laquelle il va commencer à parler. Et ce qui intéresse donc Farocki, c'est l'endroit, c'est le lieu de la sortie, qui est selon lui le meilleur endroit pour mesurer la taille et l'importance d'une entreprise, puisque cette sortie canalise le flux ouvrier et le concentre en un temps relativement court. C'est une idée qui est énoncée de façon très explicite au début du film et qui recoupe bien évidemment une analyse bien connue aujourd'hui de la première vue des Frères Lumière. Alors, en résumé, on sait aujourd'hui, en tout cas les chercheurs qui sont intéressés au cinéma des premiers temps, savent que les raisons, que les paramètres temporels et spatiaux d'une sortie d'usine ont complètement déterminé, orienté le choix de ce premier lieu, de ce premier positionnement de la caméra. Pour dire les choses simples, la sortie d'usine offrait en fait aux opérateurs du cinématographe Lumière une action qui promettait d'être en mouvement en permanence, et qui correspondait, dans le cas des usines Lumière à Lyon, plus ou moins à la durée que l'opérateur avait à sa disposition pour filmer, à savoir 50 secondes. Donc c'est une action dans un mouvement permanent, et en même temps qui dure plus ou moins 50 secondes, et donc c'était l'action ou l'événement tout trouvé pour expérimenter donc les premiers soubresauts du cinématographe. Alors Farocki va trouver dans cette connivence technique entre cinématographe et sortie d'usine le fondement d'une de ses premières critiques du dispositif cinématographique lui-même, puisque non seulement la caméra ne se place pas dans l'usine pour montrer ce qu'est le travail, mais elle permet aussi au patron, évidemment les Frères Lumière étaient bien évidemment les fils du patron à cette époque, permet donc au patron de mesurer avec satisfaction la taille de son entreprise par le flux ouvrier qui quitte les lieux. Le choix de ce motif pour tourner le premier plan de l'histoire du cinéma repose aussi sur le mouvement permanent qu'il propose, je viens de le dire. C'est ce que le réalisateur rappelle au début du film en disant qu'une des fonctions premières du cinéma, c'est bien évidemment de rendre le mouvement. Donc il ne s'agit pas de filmer quelqu'un qui ne fait presque rien, sauf à travailler avec ses mains le long d'une chaîne de montage, il s'agit de montrer quelqu'un qui sort, qui marche, qui est en mouvement. Mais dès la première vue de l'histoire du cinéma, ce mouvement, selon Farocki, n'est pas celui du travail. C'est celui de l'ouvrier qui court, qui se dépêche de partir. Farocki va y insister à plusieurs reprises dans le film en soulignant notamment que l'ouvrier ne s'arrête pas au moment où il quitte l'usine, il ne marque pas un temps d'arrêt, ne s'arrête pas dans ce premier espace public qu'il croise après une période d'enfermement. Donc il ne s'arrête pas pour réfléchir à ce qui vient de lui arriver. Donc la sortie d'usine est un lieu du non-arrêt. La sortie d'usine, pour Farocki, est un lieu d'une fuite simple, d'une dislocation, d'une manifestation qui a été tuée dans l'œuf, qui n'a même pas pu commencer, par la narration du moment et par l'espace donc de la sortie d'usine. Donc pour Farocki, la sortie d'usine est a priori le moment et le lieu et l'action qui entérine l'absence de toute critique et réflexion possible de l'ouvrier sur son propre sort. En remarquant par exemple dans un extrait d'un film documentaire allemand, que vous allez voir tout à l'heure, que quelques syndicalistes ont beau attendre les ouvriers à la sortie du bâtiment, finalement seule une poignée de ces ouvriers va s'arrêter pour écouter ce que les militants ont à leur dire. Les autres sont pressés de rentrer chez eux. Donc pour le dire en d'autres termes encore, le moment commun à une majorité de travailleurs, de la sortie donc, agit comme un antidote ou un obstacle à la formation d'un groupe et à la prise de conscience collective. Donc la sortie de l'usine est pour Farocki un lieu éminemment politique, étant donné que si la protestation est impossible à l'intérieur de l'usine, et ça Farocki en est convaincu, elle est a fortiori aussi à l'extérieur, à sa sortie. Donc la soumission de l'ouvrier, l'horreur des conditions de travail aussi dans certains cas, déborde à l'extérieur de l'usine par la réaction de rejet que cette horreur suscite, c'est-à-dire la fuite immédiate. Alors c'est une idée qui paraît a priori un peu paradoxale, étant donné que la sortie commune forme aussi un groupe, on pourrait penser qu'elle amasse les gens, mais le mouvement, donc précisément ce qui intéressait déjà les premiers cinéastes en 1895, prévient aussi toute formation d'une collectivité. Donc le lieu devant l'usine, la sortie du site industriel, est un lieu dans lequel on ne s'attarde pas. Et c'est une idée que le réalisateur va aussi illustrer en utilisant une séquence d'un film de fiction dans laquelle un portier et un vigile armés trouvent un homme d'emblée suspect dès lors que cela fait un moment qu'il est debout, immobile, devant la grille d'entrée du site industriel. Donc il est déjà suspect a priori de s'arrêter ou d'attendre à une sortie d'usine. Cela dit, au contact d'autres sorties d'usine dans l'histoire du cinéma, Farocki va aussi constater que la caméra a tendance toujours à isoler quelques individus.
aussitôt qu'une masse quitte l'usine, la caméra va isoler un ou deux individus pour raconter leur histoire, pour les laisser parler, etc., de quelque chose qui ne concerne absolument pas, a priori, leurs conditions de travail. Donc, dans la continuité d'une critique du dispositif cinématographique qui serait coupable de regarder l'ouvrier à partir du point de vue du patron, Farocki va constater aussi que même que le cinéma feint de s'intéresser au sort parfois tragique de l'individu ouvrier, cet intérêt finalement joue encore en réalité le jeu du patron qui veut avant tout éviter toute prise de conscience collective. Donc de cette façon, le cinéma se fait encore une fois le système d'un complice, se fait encore une fois le complice d'un système dans lequel, comme le dit Farocki, la vie ne commence qu'une fois sortie de l'usine. C'est une autre vie, ce n'est pas celle du travail. Alors une autre idée centrale concerne les variations dont le motif originel de la sortie d'usine a fait l'objet au fil de l'histoire du cinéma. Donc il va constater tout simplement que cette sortie d'usine des Frères Lumière, eh bien, elle connaît différentes variations et différentes modifications tout au long de l'histoire du cinéma. Et finalement, ce film se présente un peu à la façon d'un dictionnaire qui donnerait l'ensemble des définitions successives d'un même terme, considéré à travers les âges. Par exemple, le montage de Farocki va démontrer, en tout cas illustrer, que la sortie d'usine est par exemple aussi devenue le lieu d'une attente individuelle. Et c'est peut-être ici que le film présente quelques contradictions. Ce que je vous ai dit avant, que ce qui l'intéresse, c'est le mouvement, le fait qu'on ne s'arrête pas. Bon, ici, il va aussi s'intéresser à toute une série de moments d'attente. C'est d'abord l'attente d'une épouse qui cherche son mari des yeux, comme si elle se trouvait au débarquement d'un train qui revient du front, ou comme si elle se trouvait aux portes d'une prison. Il y a aussi la sortie d'usine comme lieu d'attente du piquet de grève. Il y a aussi la sortie d'usine comme lieu d'attente du briseur de grève, qui, dans les extraits que Farocki utilise, attend momentanément encore du faux côté de la barrière, mais qui est déjà totalement affamé et qui attend donc cet instant où un autre briseur de grève va s'effondrer et va donc lui céder sa place. Farocki va aussi encore s'intéresser à la sortie d'usine comme le théâtre d'affrontement entre forces de l'ordre et grévistes, auquel, selon Farocki, le cinéma ne rend jamais vraiment justice, puisque le cinéma réduit très souvent la lutte, ces affrontements, à quelques bagarres de bac à sable. Notez qu'ici encore, cela se passe hors de l'usine, Farocki le montre, donc le lieu de la production, lui, l'usine, le site industriel, reste indemne, ce que Farocki comprend aussi comme un des enjeux fondamentaux du système écrasant de la production industrielle. Tout peut se déchaîner autour de l'usine, le rempart, lui, reste tout à fait inébranlable, ce que Farocki, vous le verrez, illustre notamment en insérant un plan d'un crash test qui démontre à quel point le camion, qui n'est donc plus seulement un moyen de transport de marchandises produites, mais aussi une arme potentielle que des criminels retourneraient contre l'usine, ce camion, lui, se disloque sans faire trembler le rempart lui-même. Dans ces exemples, et Farocki en présente plusieurs, l'usine devient aussi le lieu à protéger de l'ouvrier. C'est un peu paradoxal, mais donc l'usine serait le lieu qu'il faut protéger de l'intrusion de l'ouvrier. Progressivement, donc, il ne s'agit plus seulement de vérifier que l'ouvrier ne quitte pas l'usine en emportant du matériel volé, il s'agit surtout de protéger l'usine de l'entrée de l'ouvrier. Il s'agit donc d'empêcher l'ouvrier d'entrer dans l'usine, qui est une idée singulière a priori, mais qui va nous conduire, après la projection, en un second temps, à une autre déclinaison des rapports entre cinéma et travail. Donc, regardons d'abord le film. C'est un film de montage qui fait une demi-heure environ. Alors, c'est une version, finalement, j'ai trouvé une version sous-titrée. Vous verrez que la voix off est parfois un peu approximative, mais en principe, ça vous permet en tout cas de comprendre plus ou moins bien de quoi il est question dans ce film. Le premier film qui était déjà projeté, il figure sous le titre « Travailleurs à la sortie d'usine ». Il montre des hommes et des femmes, salariés des établissements Lumière à Lyon, leur façon de quitter l'usine par des sorties, et l'image filmée des deux côtés. Ces vues servent avant tout à démontrer qu'il est possible de reproduire la mobilité en image. De cette première projection subsiste l'idée que tout le monde est pressé de partir, comme emporté par quelque chose, et que personne ne s'attarde sur l'esplanade.
En 1975, à Emden, à la sortie des usines Volkswagen, les travailleurs filent comme emportés par quelque chose. En 1926, à Détroit, les travailleurs filent comme s'ils avaient déjà perdu trop de temps. À Lyon encore, en 1957, ils courent comme ils savaient où c'est mieux. À Détroit encore, en 1926, les travailleurs de chez Ford à la sortie d'usine. Le nombre témoigne de la taille d'une entreprise capable de convertir cette multitude en pain. On ne saurait jamais mieux évaluer visuellement la quantité des travailleurs qu'à la sortie d'usine. Le règlement du travail fait sortir leur foule aux mêmes heures, la fait s'entasser aux sorties, faisant des ouvrières et ouvriers une masse ouvrière. Une image telle une notion qui peut se prêter à nombre de messages. Volkseigene Betriebe geben dem Schaffenden volles Mitbestimmungsrecht, sein Dasein selbst und sicher zu gestalten. Une image telle une notion, souvent tellement utilisée qu'on la comprend les yeux fermés, sans avoir même à la contempler. Le cantique du travail, ainsi résonne la musique. Mais les travailleurs tournent le dos au travail, à la sortie d'usine. Ouvriers et employés des usines Siemens à Berlin en 1934. Répartis en formation de marche, les voici quittant l'usine pour rejoindre une manifestation nazie. Ici, la formation d'unités de guerre. Les blouses blanches, image de la science et de la technique militarisée, anticipation du pire. Travailleurs à la relève dans le film Métropolis, tenue uniformisée et pas cadencée. Cette vision de l'avenir ne s'est pas confirmée. De nos jours, on ne sait dire de quelqu'un dans la rue s'il revient du travail, du sport ou de la sécu.
Travailleurs à la sortie d'usine. Tel était le titre du premier film jamais tourné. Jamais auparavant on n'avait vu l'image montrant des gens qui bougent. Comme si c'était le cinéma qui permettait enfin au monde d'être visible. L'usine d'où affluent les travailleuses et les travailleurs est dépouillée, sans enseigne ni aucun signe extérieur de l'emprise et de la portée de l'industrie. Aucun signe non plus du pouvoir des travailleurs. Pourtant, à l'époque de ces prises de vue, les gouvernements en Europe pouvaient encore craindre un soulèvement ouvrier en cas de guerre. Comme à Paris en 1872. Wenn wir vor Hunger schreien und ihr glaubt und sagt, so geht das nicht an, dem muss abgeholfen werden und mit allen Mitteln und von einfachen wir zu den Herren, während wir stark hungrig warten und geht ihr zurück und in Triumph zeigt ihr, was ihr habt für uns erobert. Ein Stück Brot. Gut, das ist das Stück Brot. Aber wo ist der ganze Leib? Gut, das ist das Stück Brot. Aber wo ist der Brotleib? Wir brauchen nicht nur die Blicke, wir brauchen den ganzen Kopf. Wir brauchen nicht nur das Stück Brot, wir brauchen den Brotleib selbst. Wir brauchen nicht nur den Arbeitsplatz, wir brauchen die ganze Fabrik und die Kohle und das Herz und die Macht im Staat. So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? Also Streik. Ceux-ci sont des piquets de grève figurant d'une grève au port de Hambourg dans un film soviétique réalisé en 1933. Des luttes ouvrières au fond de l'esplanade devant l'usine, une scène dramatique. Le piquet de grève. Chômeurs dans l'attente d'une occasion d'embauche. Les briseurs de grève. Un pour qui le fardeau est trop lourd. Le piquet de grève fixe avec insistance le renard effondré. Les chômeurs se bousculent vers la place vacante. Le piquet de grève dévisage ce vieil homme dont la face symbolise les millions de sous-alimentés et de démunis, forcés d'accepter n'importe quel boulot, de renoncer à leur honneur, et il se détourne.
Dans ce film allemand sur une grève au port de Hambourg, le combat entre grévistes et briseurs de grève ressemble à une bagarre de cour d'école. Les grandes guerres et les guerres civiles de ce siècle, les prisons, les camps, les dictatures sont en grande partie dues à l'exploitation et à la sous-production. Mais les luttes ouvrières, elles, sont peu violentes. Grève des ouvriers anglais de l'industrie automobile en 1956. A nasty accident seems inevitable. Not for many years have there been scenes like this in a British industrial dispute, and every day underlines the urgency of finding a solution before something happens to turn grievances into bitter anger. Les luttes des travailleurs sont beaucoup moins violentes que celles menées en leur nom. Who were outside the factory earlier in the week have been withdrawn, perhaps to avoid any unnecessary provocation in a dispute which is already quite explosive enough. De nouveau, l'armée de réserve industrielle. Dans ce film de l'américain Griffith, la lutte ouvrière ressemble à une guerre civile. Voici sans doute la plus grande fusillade devant une porte d'usine en 100 ans de cinéma. Ces images dégagent une frayeur muette, les visages de ces êtres sans emploi et donc sans place au sein de la société ouvrière. Derrière les barreaux de la porte d'usine, ils paraissent déjà enfermés dans un camp. Ici, les travailleurs quittent l'usine parce que la police fait évacuer le terrain et opère un lock-out. Parmi eux, en voici un qui tient spécialement à son honneur.
ici de l'usine. Un film de la zone d'occupation soviétique en Allemagne en 1948. Les travailleurs se déplacent comme un chœur sur une scène d'opéra. Cela suffit à déloger la police. La police redoute plus la portée de la force ouvrière que ses coups de cric. Travailleurs en uniforme. En RDA, une milice ouvrière sur véhicule militaire. Ils vont à l'exercice. Sortie d'usine d'ouvriers soldats. En 1975, en République fédérale, devant les usines Volkswagen à Emden, le syndicat joue de la musique sur l'esplanade, des vers de Mayakovsky, chantés par Ernst Busch. L'esplanade devant l'usine évoquée comme lieu historique. Mais la direction de l'usine est d'avis que l'esplanade n'est pas un lieu public et même qu'elle relève du droit domiciliaire et elle menace d'appeler la police. Quelques travailleurs restent, la plupart sont répartis. Image de sauvegarde de propriété, outillage de consolidation de l'usine. Ici, on teste et démontre la robustesse d'un barrage. Un camion est remorqué à 80 km à l'heure vers le dispositif de barrage où il se fracasse. Cette vision de violence évoque elle aussi l'esplanade de l'usine comme lieu historique. Réminiscence de grève, de briseurs de grève, d'occupation d'usine et de lock-out, de combat pour les salaires et la justice et des espoirs qui y sont liés. Le barrage, lui, sort indemne du choc. Entering the yard again, the man is stolen behind a truck and just leaving the factory. L'usine en tant que scène de crime. Les gangsters, et non pas des travailleurs, quittent l'usine. Ils ont dérobé l'argent du pays. The gates opened to permit the truck to exit into the street. The hold-up men dashed with the glares and made their way to three cars that had been planted early for the escape. The gatekeeper, Henry Wilson, 411 Spring Street, ran into the street, firing a warning shot.
clause de sauvegarde de propriété. Les gangsters ont pénétré dans l'usine déguisée en ouvriers. Shopping before 8 o'clock, 4 men, all wearing employee identification badges, joined the incoming day shift at Prentice Factory. There was nothing unusual about the interlopers. They lined up with the other employees. The gatekeeper had no reason for suspicion before Robbins sauntered through the gate, ostensibly on their way to work. Les faux ouvriers sont plus redoutables que les vrais. Hey, ein Ausweis! Ja, mich kennen Sie doch schon, ich bin doch von der Baufirma. Na, zeig schon los. Ist er? Ordnung muss sein. Na klar, da ist er. Hey, Gustav! Na, Hans? Schichtstall Was Neues? Yesterday? Kinder? Gestern stand der Kerl auch schon hier. Nee, du, den kenn ich nicht. Stell doch mal fest, was er hier will. Là où autrefois se trouvait une seule caméra, sont postés aujourd'hui des centaines de milliers de caméras de surveillance. Cette caméra a repéré une femme en retenant l'autre brièvement par sa jupe avant qu'elle se sépare. Elle retient la jupe et l'autre n'ose pas en faire autant sous l'œil de la caméra. Ce petit jeu est un acte resté sans riposte. Il en résulte un déséquilibre. Déséquilibre et contrebalance, c'est la dynamique du récit fini. Une femme attend un homme. Un centre de traitement des ordures. Travail marginal, mal payé, effectué uniquement par des femmes. Un souteneur attend à la sortie. Un homme dans l'attente d'une femme. Le personnel se sépare, la vie du particulier peut commencer. La plupart des films de narration commencent après les heures du travail.
I thought you weren't going to eat any more chocolate. You'll spread. Don't spread. Don't, Joe. Why not? That's very cute. Mr. Holmes went to the warehouse today. Got two of the girls fell asleep in his eye. Did he holler? Murder. Well, the man pays the day's wages, joins the day's work. Irene came to work with a black eye. That fella she married Saturday day when she worked in the fruit cleaners came down last night. Wanted her to go back upstate and live with him again. And when she wouldn't, he just beat her up awful. He used to see her eyes. Well, he's a husband. So what? I suppose you'd beat me up too if I was your wife. Sure, Rick. What would you do? Stretch my eyes out? Just right. Une femme quitte l'usine et un homme l'attend. La vie du parti peut commencer. I thought you weren't going to eat any more chocolate. You'll spread. Don't spread. Ces deux particuliers s'éloignent de l'usine et la caméra les suit très volontiers. Mr. Holmes went to the warehouse today. Got two of the girls fell asleep in his eye. Did he holler? Murder. Well, the man pays the day's wages, joins the day's work. Ich habe auf dich gewartet. Ich muss mit dir sprechen, Herr Schenter. Mr. Holmes went to the warehouse today. Got two of the girls fell asleep La in caméra his eye. accompagne ces deux personnes qui s'éloignent de plus en plus de l'usine et dont la vie se détache rapidement de cette toile de fond. Irene came to work with a black eye. That fella she married Saturday day when she worked in the fruit cleaners came down last night. Wanted her to go back upstate and live with him again. And when she wouldn't, he just beat her up awful. He used to see her eyes. Well, he's a husband. So what? I suppose you'd beat me up too if I was your wife. Sure, Rick. What would you do? Stretch my eyes out? Just right. You'll find out. Les travailleurs quittent l'usine, une femme attend son mari. Les cadences ont été accélérées, ce qui augmente la plus-value absolue. Was ist dies, Fritz? Bloß ein paar Tonnen mehr. Zwecklos. Mehr ist kaputt schütten kann kein Mensch. Le couple marche lentement côte à côte, comme derrière un corbillard. The Brewster should be here. Das Leben. Ils ne se regardent pas, ils ont quelque chose en vue. Du kriegst ein Stück Brot her. Was ziehst du an, wenn es kalt ist? Und wo hungert? Schreit. Ich kann das nicht mit ansehen. Beweg dich schon. Wenn du weg bist, ist alles aus. La mort leur semble un réconfort. Hast du alles weg. Das Schöne auch. Le travail en usine, c'est l'enfer. Renate, komm endlich! Dein eigener kommt ja doch nicht. Ce camion ramène la femme avec les autres à la prison. La femme a commis un délit par amour illusoire. Ludwig, Renate Ludwig. Ja, hier von ihrer Mutter. Oh. Danke. On a sans doute vu plus de portes de prison en sombre de cinéma que de portes d'usine.
camion transporte les femmes de la prison à l'usine. L'usine est une sorte de maison de redressement. Cent ans de cinéma ont montré plus de prisons et de maisons de redressement que d'usines et de portes d'usines. Le cinéma, tant que possible, a fui les usines. L'usine n'a pas attiré le cinéma, elle a plutôt rebuté. En alignant les prises de vue de sortie d'usine des 100 dernières années, on peut imaginer qu'il s'agit d'une seule et même image reprise depuis 100 ans. Comme si un enfant répétait 100 ans durant le premier mot qu'il a su dire, afin d'en éterniser la primeur. Ou bien, comme à ceux qu'on dit des peintres d'Extrême-Orient, qui ne cessent de peindre un tableau jusqu'à la perfection, et alors le peintre peut entrer dans le tableau. C'est lorsqu'on cessa de croire en une telle perfection que le cinéma fut inventé. Bien. Donc j'aimerais bien maintenant, dans la deuxième partie, qui est beaucoup plus courte, m'intéresser à proposer une deuxième lecture d'utilisation qu'on va voir dans un instant, qui s'intitule Œil-Machine 3, parce que c'est la troisième partie d'un triptyque. Œil-Machine, donc, suggère finalement que l'usine devient progressivement un lieu sans ouvriers. Et c'est une idée qui renvoie à une critique omniprésente dans la filmographie de Farocki, et qui consiste à constater que l'automatisation du travail va de pair avec passage à l'artifice de l'œil vérificateur. Donc pour le dire vite, on va voir maintenant quelle forme ça peut prendre dans l'installation œil-machine. L'usine a été progressivement investie de dispositifs qui produisent des images qui ne sont plus destinées à l'œil humain, mais à un œil artificiel. L'humain, quant à lui, a été littéralement évincé du processus de production industrielle. Donc en fait, l'idée, c'est qu'au moment où l'image en mouvement entre dans l'usine, eh bien, elle sert surtout à remplacer l'ouvrier. C'est un peu le point de départ très simple de Farocki. Alors, c'est une idée qui est avant tout exprimée visuellement dans une série de films et d'installations. On en trouve une première expression plutôt discrète dans Sortie d'usine, dans les images de caméras de surveillance et de reconnaissance automatisée de deux intrus, vous l'avez vu, qui tentent de s'introduire dans un espace fermé qui pourrait être un hangar industriel. Mais en réalité, ce qui intéresse d'abord Farocki dans ce type d'image, c'est la réduction à quelques pixels, c'est-à-dire à une formule mathématique de l'être humain. C'est d'ailleurs une tendance que Farocki, dans d'autres films, fait remonter aux outils utilisés à l'origine de la perspective, donc pour reproduire un objet. Donc c'est une réduction de l'objet ou de l'être humain à une représentation quasi abstraite
et déshumanisante d'abord, non analogique en tout cas, qui tient un ensemble de coordonnées, donc de lettres, de chiffres. Et cette réduction qui est au centre de l'installation œil-machine, une installation qui revient aussi, vous allez le voir, à la fonction de la caméra en tant qu'outil de production, de vérification et de prévention dans l'industrie. Alors, pour le résumer très grossièrement, on peut dire avec Farocki que lorsque la caméra donc, pénètre dans l'usine, ce n'est pas pour y filmer le travail, ou plutôt c'est pour y filmer un travail qui se passe grâce à son filmage de toute intervention humaine. Au départ de l'installation œil-machine, il y a des images filmées par des têtes chercheuses de missiles américains employés durant la Première Guerre du Golfe. Vous vous souvenez sans doute tous de ces images qui ont été rapidement détachées de leur usage premier pour alimenter les journaux télévisés de l'époque. Alors, ces images se caractérisent par une très forte pixelisation, aussi par une palette de tons gris qui déréalise un peu plus encore la cible à détruire. Et ces images résument de façon assez efficace, je crois, les liens que Farocki établit régulièrement entre la fonction conservatrice et la fonction destructrice de l'image. D'ailleurs, dans un autre film des années 80, fin des années 80, un film assez célèbre, Images du monde et inscription de la guerre, Farocki va par exemple s'intéresser à des prises de vue faites par un officier SS sur la rampe de débarquement d'Auschwitz II, où Farocki fait remarquer donc, que ce SS photographie ce qu'il va détruire, et donc en photographiant, détruit déjà une première fois ce qu'il est en train de fixer dans l'image. Et donc, dans les images vidéo filmées par les missiles en Irak et au Koweït, on retrouve bien évidemment cette idée d'une double fonction contradictoire de l'image qui conserve et qui détruit, qui permet de vérifier, donc de fixer une fois pour toutes, exactement ce que le dispositif est en train de détruire. Alors, cette double fonction de l'image n'annonce en réalité qu'une première étape dans le processus de déshumanisation de la représentation et de l'éviction du paramètre humain. Comme on va le voir dans œil-machine, en fait, l'image devient fonctionnelle ou opérative et réduit la victime, la cible ou l'objet représenté à quelques points qui sont d'abord encore évalués par un œil humain. Ça, c'est la première étape. Autrement dit, l'œil machinique, c'est-à-dire l'appareil photo avec lequel est équipé le bombardier, ou le missile américain et sa caméra vidéo, ou la chaîne de montage, comme on va le voir, une caméra vidéo, cette image est d'abord encore regardée a posteriori par un œil humain, par un travailleur, dit Farocki, qui va vérifier si les obus ont bien touché leur cible ou qui va vérifier si tel objet a bien été monté sur telle autre pièce d'une voiture. Donc ici, la fonctionnalisation du dispositif de prise de vue révèle un premier écart, finalement, encore partiel, entre le monde qui est le nôtre et le monde qui est construit par le dispositif de prise de vue. Alors, en un second temps, pour améliorer cette fonctionnalité de la représentation produite par un œil artificiel, l'œil machinique ou l'œil automatisé va enregistrer une image qui est immédiatement transformée en ensemble de données abstraites. Ça, c'est très clair au début d'œil-machine. L'écart par rapport au sujet représenté devient alors beaucoup plus grand pour la première fois, puisque l'image d'origine, analogique, s'est transformée en un ensemble de points et de chiffres que seul le scientifique est en mesure d'interpréter. Donc, c'est une image dans laquelle on ne trouvera finalement plus rien d'autre que ce à quoi elle est destinée. Et au cours de cette seconde étape, l'image est donc réduite à la seule information que son spectateur veut y trouver a priori. Et c'est quelque chose qui revient, par exemple, encore une fois, dans l'image du monde, inscription de la guerre, lorsque Farocki s'intéresse à des images, des photographies aériennes prises par les Alliés en 1944, qui montrent le camp d'Auschwitz, mais sur lequel les Alliés n'ont pas vu le camp, parce qu'ils n'y cherchaient pas le camp, ils cherchaient le site de l'usine IG Farben, qui se trouvait à quelques kilomètres de là. Alors il y a une troisième étape qui intéresse Farocki et qui est aussi tout à fait explicite ou claire dans œil-machine, c'est que finalement ces données chiffrées que peut récolter une caméra par exemple de vidéosurveillance, eh bien ces données chiffrées vont à leur tour être transformées en nouvelles représentations qui sont donc finalement complètement détachées du réel qui est à l'origine de la représentation en principe. Donc troisième étape du détachement entre représentation et monde réel. Alors pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Tout simplement parce que dans l'installation œil-machine qu'on va regarder maintenant, un des aboutissements donc, de cette progressive déshumanisation du dispositif de prise de vue, quand bien même il est entré dans l'usine, provoque finalement la suppression totale de l'ouvrier, c'est-à-dire
de l'œil humain dans ce cas. Vous verrez qu'il y a une séquence, ou un plan en tout cas, où on assiste donc à la fabrication d'une voiture sur une chaîne de montage automatisée. Et finalement, l'image qui est enregistrée par une caméra de vérification, mais cette image est évaluée par une autre caméra, par un autre logiciel, et plus du tout par l'ouvrier qui, lui, se contente, en fait, ou doit se contenter de baisser le volet de protection qui protège l'être humain de la chaîne de montage, mais qui n'est donc plus du tout impliqué dans le processus de production. Donc on va regarder une machine maintenant. Alors, comme je n'arrête pas de le dire, c'est une installation, ce n'est pas un film. Ce qu'on va voir ici, c'est la version monoécranique de cette installation, c'est-à-dire qu'au point de départ, elle est composée de 2 écrans qui sont soit projetés l'un à côté de l'autre, soit se touchant dans un coin d'une pièce. Ici, ce que vous allez voir, ce sont 2 images dans un même plan qui se chevauchent très légèrement, donc, et qui en principe doivent un peu reproduire cette idée de la juxtaposition donc, par le montage. Alors, tout comme sortie d'usine, Œil Machine est aussi, en quelque sorte, une installation de found footage, puisque l'essentiel des images utilisées ici ont été reprises à d'autres vidéos, films d'entreprise, fiction, vous allez le voir, films de propagande, etc., et n'ont pas été tournés pour les besoins du film. Alors, c'est beaucoup plus court que sortie d'usine, ça ne fait que 12 minutes. Par contre, je n'ai pas réussi à mettre la main sur une version sous-titrée en français, donc ici, c'est la version anglaise, mais bon, je m'en excuse évidemment, mais je pense que rien que la juxtaposition des images entre elles vous permettra assez facilement de comprendre de quoi il en retourne. Ja, ist gut.
The bridge was destroyed by a single LGB mission after many conventional sorties failed and several aircraft were lost. This is one approach to aerial bombing. It's effective, but it's also incredibly expensive both in terms of money and in personnel. Während der Flugzeit kann der Operator mit der in der Spitze eingebauten Infrarotkamera, die frei beweglich montiert ist, das überflogene Gebiet beobachten und gegebenenfalls andere Ziele zu entdecken.
Mit einer Abgangsgeschwindigkeit von 370 Stundenkilometern verlässt das Gerät das Schiff und steigt in eine Bahnhöhe von 6 Grad. This is one approach to aerial bombing. It's effective, but it's also incredibly expensive both in terms of money and in personnel. Experience has demonstrated that it requires 200 bombs to destroy a target. With computers, this number can be reduced to 40. The laser-guided bomb, it's one. That's right. With Paveway, it's one bomb, one target. Je vais quasi m'arrêter ici, en fait, parce que je pense que la matinée déjà était assez longue, mais juste pour dire deux, trois choses. Vous aurez évidemment compris, et ça j'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, qu'une des critiques que Farocki adresse à l'image dans les machines, c'est que finalement, elle ne fonctionne plus que sur des moyennes et sur des statistiques, c'est-à-dire qu'une image sera nécessairement toujours comparée à une matrice, et que c'est cette comparaison qui permettra à ce moment-là d'identifier l'élément intrus, que ce soit l'humain qui l'identifie ou une autre machine, et que donc l'image à ce moment-là est devenue incapable par son dispositif même de voir et de montrer encore tout élément imprévisible ou imprévu qui s'écarterait trop du standard d'origine, c'est-à-dire du patron d'origine de l'image standard qui a d'abord été enregistrée et qui sert donc d'élément de comparaison. La deuxième chose peut-être qu'on peut dire ici aussi en rapport avec ce qu'Andrea nous rappelait notamment hier, savoir que la misère ne se mesure pas, ou pas seulement à l'aune d'un besoin matériel. Donc si la misère de l'ouvrier se définit aussi et peut-être avant tout par cette incapacité à décider de son propre sort, victime d'un système rationalisé, comme le disait Andrea, à ce moment-là, la disparition de l'ouvrier
remplacé par un ensemble de caméras qui interagissent en lieu et place de l'homme et de la machine, constitue peut-être le stade ultime de cette misère, si on devait relier donc l'approche de Farocki de ce qu'on a entendu hier. Voilà, il y avait encore 2-3 choses à dire, bien évidemment, mais ce n'est peut-être pas de ça que nous allons parler maintenant, mais quand on prend toute l'œuvre de Farocki, on peut avoir l'impression que finalement, il faudrait se méfier de toute image et qu'au-delà de l'analyse de ces enjeux politiques ou de ces implications idéologiques, ben finalement, elle ne laisse pas beaucoup d'autres possibilités, ni à l'artiste, ni au spectateur. Donc on pourrait un peu ressortir de l'œuvre de Farocki avec certaines idées noires, en tout cas pour moi qui passe mon temps à aimer les images. Alors il y a un petit élément, une petite information qui peut-être est passée un peu inaperçue dans les machines, qui va dans un autre sens. Parce que vous avez vu qu'à un moment donné, commentant les images reconstituées à partir de données chiffrées enregistrées par un robot, Farocki dit que si ces images contiennent une part de beauté, cette beauté n'est pas le résultat d'un calcul. Donc là, on a peut-être une manifestation un peu vague de quelque chose qui résisterait au sein de l'image, malgré sa fonctionnalisation et malgré le dispositif mortifère, déréalisant, déshumanisant, dont elle est le produit. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience. C'est difficile de parler de films qu'on a vu. Mais avant du premier, les deux thématiques sont liées dans la structure théorique. Je ne sais pas si conscience ou non, mais c'est même assez partie. La première, dans les premiers films, il y a cette idée de l'extérieur du film. On ne voit pas l'intérieur de l'usine, et puis on est toujours sur le fait que, je pense qu'au début, c'est généralement quand même compris, que les ouvriers peuvent apparaître comme masse, comme collectif, uniquement à la sortie. Sinon les filmer à l'intérieur, il ne serait pas en quelque sorte un collectif qui se manifeste. Oui, sauf que c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure chez Farocki, je t'interromps, cette idée est un peu ambiguë, puisque d'une part c'est là qu'ils font masse et que donc ils pourraient apparaître comme un groupe, et en même temps le cinéma les transforme en une masse dépersonnalisante, ou alors s'intéresse directement déjà au sort individuel de l'homme non ouvrier, c'est-à-dire au moment où la vie commence, comme il dit. Voilà. Exactement, mais c'est justement parce que l'ambiguïté est dans les êtres humains, de la condition ouvrière. Alors là, c'est ce qu'on peut appeler, c'est un peu de deuxième degré, au sens une mise à l'abîme de l'histoire du cinéma, et non pas de l'histoire des ouvriers. Mais en même temps, ce problème de l'intérieur et extérieur, il existe au niveau, disons, au premier degré, au sens que les statuts des usines et des ouvriers, et du rapport entre les ouvriers et l'usine, qui est le lieu où, effectivement, le capital rencontre notre travail, et qui pose vraiment ce problème, de savoir que tant l'intérieur que l'extérieur n'ont pas une fiction univoque. Parce que la sortie de l'usine est éventuellement le moment où on peut accéder à une vie plus décente, une vraie vie parce qu'à l'intérieur il y a l'enfer, mais en même temps, au même moment où l'ouvrier arrive à sortir de l'usine, il perd précisément son pouvoir, son centralité, sa spécificité sociopolitique qui n'existe que pour autant qu'il est en tout cas dans la production. Et donc là, il y a une série de vies individuelles ou une masse anonyme, mais à notre niveau, il n'y a plus un collectif ouvrier, s'il sort de l'usine. En même temps, à l'intérieur de l'usine, c'est très problématique l'existence même d'une vie collective et un collectif qui considérait surtout un contre-pouvoir.
On a évoqué hier la question du refus et du contrôle. Hein. Tous les deux, ces mots d'ordre sont effectivement ambigus. Parce que les contrôles, c'est-à-dire rester dans l'usine, mais l'usine est un système de pouvoir totalitaire, totalisant. Donc, c'est fort difficile d'imaginer et de mettre en place tout concrètement les stratégies de contrôle. Et en même temps, lorsque la classe ouvrière sort des usines, elle cesse d'exister comme sujet porteur d'un pouvoir et d'une stratégie politique. Ce n'est pas évidemment au hasard si la stratégie pour privilégiée par la capitale pour déjouer les luttes ouvrières, normalement ce n'est pas renfermer les ouvriers dans l'usine, mais les expulser, hein, éventuellement les déterritorialiser, les disséminer, pour faire en sorte que la rencontre entre la force de travail et les capitales se fasse autrement que dans un lieu de concentration où il y a la concentration physique des ouvriers, mais aussi la concentration de la contradiction, comme on l'a dit à l'époque de la Religieuse. Voilà. Pour rebondir sur le deuxième film, là, il y a par contre un autre théorème classique, si tu veux, du capital, à savoir que le capital tend à se présenter, son fantasme de toute puissance est de se reproduire comme un dispositif de pur calcul, de ne pas avoir d'extérieur, de réussir à se reproduire de manière élargie, mais uniquement à partir de ces règles. Donc, de ne pas se confronter avec par un pur mouvement de circularité, argent, marchandise, argent premier, argent augmenté, de ne pas avoir à se confronter avec la résistance de la force de travail et de l'organisation de la production. Alors, il y a toutes des références très fréquentes chez Marx, on lui dit, à la surface, tout se passe bien, tout est calculable, à la limite prévisible, mais après, il y a le lieu secret de la production. Il y a toutes des métaphores sur les cavernes, les souterrains, éventuellement les cuvées, là où il y a presque un monde chtonien, invisible, qui soutient la pure surface, finalement, de l'autoprésentation de la société marchande et la production du capital, et qui mais qui en réalité est invisible, est refoulée. Hein, et ça, c'est précisément l'intérieur de l'usine. Alors là, évidemment, tout le problème des ouvriers est que d'un côté, ils doivent sortir forcément, hein, ils doivent avoir un débouché au-delà de ces cavernes, hein, dans lesquelles les capitales les enfermeraient pour continuer à leur extorquer la plus-value. Mais si la sortie, effectivement, est totale, ou de toute façon gérée par le capital lui-même, ça devient un facteur d'impuissance, effectivement, dans les cavernes, que c'est répandu tout le machin. Voilà, donc, ça n'est pas directement à voir avec les films, mais il me semble que comme cadre théorique, ça pourrait dire quelque chose éventuellement. Mais, merci Andrea. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je peux ajouter, pour de nouveau reporter donc vers le cinéma lui-même, mais c'est bien, j'aime bien cet aller-retour parce que voilà, ça enrichit en fait forcément mon regard sur le film. Et Farocchi lui-même aime beaucoup se présenter dans des textes, dans des interviews comme un travailleur en cinéma, c'est-à-dire comme un monteur. Alors il ajoute systématiquement que généralement une salle de montage se trouve dans une cave, très important pour lui. Mais alors là, de nouveau, donc, pour lui, tout l'intérêt du cinéma, c'est que quelque part, si on continue à monter des films, on continue à travailler. Donc on ne perd pas tout à fait le travail dans le cinéma. Mais par ailleurs, et c'est là qu'on tombe de nouveau sur une contradiction, pour lui, le vrai travail, c'est le travail manuel, c'est-à-dire le montage pellicule. Parce qu'un monteur, devant une table de montage pellicule, il effleure la pellicule qui défile sous ses mains pour l'arrêter au bon moment, etc., pour la manipuler. Or, Farocchi, à partir du début des années 90, ne fait quasi que de la vidéo, dont il dit par ailleurs la vidéo c'est déjà un premier rapport distant
de distance entre moi et l'image, puisque je ne pousse plus que sur des boutons, je ne touche plus la pellicule. Donc, là, encore une fois, on a de nouveau cet ensemble de contradictions, effectivement, où Farocki, qui, au fond, finalement, déteste les images, par ailleurs, s'en sert exactement pour faire ce qu'il adore, et qui ne correspond plus tout à fait à son fantasme du travail manuel, de la manufacture, etc., quoi. Merci beaucoup. Une question. Qu'est-ce que tu fais en fait de la part d'humour qu'il y a dans le second film? D'humour cinglant, mais qui est quand même présent. Même si tu remarquais cette question de la beauté des images, il y a quand même des moments où tu parles de la mer qui est luisante, ce moment d'humour assez cinglant. Qu'est-ce que tu en fais? Ok. Sur l'humour à proprement parler, chez Farocki, j'ai pas encore travaillé, alors qu'il est plus ou moins omniprésent. Oui, il y a toujours des petites touches, ou alors certains sarcasmes aussi. C'est très présent dans les machines aussi, quand il dit que si Paveway dit voilà, avec notre bombe, on aurait besoin de moins de bombes. Alors il dit, oui, mais par ailleurs, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires de ceux qui fabriquent les services de télécommande de ces bombes, etc. J'ai pas encore vraiment travaillé dessus. Aussi parce qu'elle ne résiste pas particulièrement, elle ne pose pas particulièrement problème à l'analyse sèche que je fais parfois des œuvres de Farocki, puisque quand il dit, par exemple, que dans cette simulation un peu rudimentaire des premiers tests de V1 ou V2, je ne sais plus, on a quand même recomposé la mer, c'est par ailleurs pour souligner aussi que même l'image simulée peut essayer d'être réaliste. Alors oui, après, il se fout évidemment de ce réalisme parce qu'il a vieilli, etc. Mais a priori, ça ne résiste pas totalement à l'analyse que j'ai faite, raison pour laquelle je n'ai pas encore vraiment travaillé sur l'humour. Mais c'est vrai qu'il est récurrent, omniprésent chez Farocki, en tout cas par petites touches. C'est très présent aussi dans le film que j'évoquais tout à l'heure, Image du monde et inscription de la guerre, où dans une formule très, très courte comme ça, et qui n'est pas précédée d'une justification, d'une analyse après, il dit que les bombardiers alliés en 1942 étaient les premiers postes de travail équipés d'outils de vidéosurveillance, en disant, voilà, il photographiait le territoire après l'avoir bombardé pour être sûr que la bombe avait... Voilà, il fait des sortes de... Ça fait sourire, ou en tout cas, il y a une part d'humour, certainement, mais je n'ai pas encore travaillé dessus, donc je n'en fais rien pour répondre à la question. Pour le moment, je n'en fais rien. Moi, j'aurais une question purement informative, mais qui est due à ma méconnaissance de l'œuvre de Farocki. J'ai repéré dans le premier film que tu as passé une référence directe à l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductivité technique de Walter Benjamin, quand il cite l'anecdote du peintre, et c'est un élément qui est aussi mentionné par Benjamin dans ce texte, et qui a une fonction d'illustration ou de paradigme en fait du rapport d'identification de Einfühlung à l'œuvre d'art. Et dans le deuxième film, alors du coup forcément j'ai fait la déduction, mais dans le deuxième film je l'ai vraiment vu comme une sorte de, toujours dans le même texte, mais d'illustration de ce que dit Benjamin sur la caméra, qui réifie en fait l'acteur, l'être humain qui passe devant elle, et où il identifie, enfin je sais pas si tu as ce texte un peu en mémoire, mais en fait Benjamin compare le passage de l'acteur devant la caméra au test qui se fait sur un produit ou sur des êtres vivants, en fait. Enfin, il y a cette comparaison qui est faite. Et donc forcément, la machine qui, par son seul acte de vision, en fait, réifie ce qu'elle voit. Et du coup, voilà, tu as parlé de la formation marxiste de Farocki. Est-ce que Benjamin est un auteur auquel il fait référence? Oui. Alors, dans la première partie, je suis tout à fait convaincu, première partie de ta question ou remarque, je suis tout à fait convaincu que c'est le cas. Et effectivement, Farocki lit Benjamin. À une certaine époque, il est davantage aussi un grand lecteur d'Adorno, par exemple, des choses comme ça. Mais en ce qui concerne la réification de l'être humain qui passerait devant la caméra, ça irait un tout petit peu à l'encontre. Oui, pourquoi pas, en fait. Je veux dire, l'être humain devient moins qu'un objet, selon Farocki, lors de son passage dans un dispositif qui simplement compare une image sans être humain et une image où un intrus se promène, quoi. Mais oui, pourquoi pas. Oui, au fond, ça peut... Oui. Mais effectivement, ma connaissance, je l'ai vu, comme tout le monde, et puis donc j'ai pas du tout un souvenir précis du texte.
Farocki a par exemple été très fortement influencé par Wilhelm Flusser, qui est notamment un analyste des médias, des discours médiatiques, etc., donc, et qui est forcément aussi totalement marqué par ce bagage d'auteur plus ou moins marxiste. Donc, alors je ne sais pas concrètement ce que Farocki a lu, mais en tout cas c'est un peu ça le fond. Oui. Si on veut pouvoir revenir à ton livre,